Très bien, je propose, vous avez été très patient et je vois monsieur, vous avez déjà demandé la parole depuis un certain temps, donc je vais vous laisser le micro. C'est parce que le sujet m'intéresse trop, merci d'avoir organisé ça. Merci à la ville. Micro. Et puis, je suis un peu énervé. Et j'aime pas la langue de bois. Je suis un vilain petit canard comme monsieur Daniel Schweitzer. J'ai malheureusement pas vu son film en entier et je me demande s'il a parlé du scandale Métalor dans la ville où il y avait l'usine dégrossissage d'or, les problèmes avec le Tessin et les curieux traficotages à l'aéroport et la douane à propos de l'or africain. Alors, peut-être je peux me dire c'est de la mauvaise volonté, j'ai pas lu le rapport de Madame Herzog. Ce rapport, par exemple, quand je vois les cartes où il y a de l'extraction, il n'y a rien sur la Sibérie. Mes amis Nenets, Tchouk et autres parlent des dégâts et des mines qu'on a dans le nord-est de la Sibérie, notamment, entre autres. Et il y a des gouverneurs qui font des carrières extrêmement rentables avec ça. Et puis, peut-être, ça me paraît plus important que de savoir s'il y a encore de l'or dans le Yukon ou dans la période de la zone alaskienne, où il n'y a rien du tout non plus. Dans ce rapport, est-ce que vous avez osé, Madame Herzog, ou pas eu le temps, ou peut-être eu peur, de voir ce que c'est les traficotages de métal-or? Le rôle de la Suisse, par exemple, avec l'Afrique du Sud, ces fameux contournements des boycotts. Et comme je continue d'être méchant, je veux parler aussi d'un autre sujet. On a vu un Indien Kayapo ici. Alors il y a aussi l'arsenic. Est-ce que dans le rapport de Mme Herzog, il y a les dégâts écologiques auprès des individus ou c'est seulement dans le livre, dans le film de Schweitzer? Et puis, j'ai pas de questions, c'est juste pour voir, peut-être, Monsieur Chausse-Pied, à quoi ça sert ce que vous faites? Autant à côté de vous, Max Avelar, je comprends pas, il ferait mieux de s'occuper des bananes et du café. Vous avez rien fait. Des grammes d'or à Banque de Zurich, quelques grammes d'alliance. Je m'en fous, on s'en fout, c'est pas régler le problème. Et Monsieur Chausse-Pied, ça sert à quoi votre blabla? Non, je réponds à la question simple. J'ai à côté de moi des experts dans ces métiers. L'accord de Kimberley, il a servi la marche au début, maintenant tout le monde s'en fout. Merci. Merci beaucoup. Nous, on va profiter d'avoir le micro là-bas pour prendre encore une ou deux. Il y a madame. Une ou deux autres interventions, questions, et puis on reviendra ici. Merci aux panélistes. Moi, je trouve qu'il y a quand même une zone d'ombre, en fait, entre les grands bijoutiers. On a parlé justement des bijoutiers qui remplissent ces critères, ces standards de la Responsible Jewelry Council, et puis qui se basent justement sur des standards très stricts en matière de droits humains, en matière d'environnement. Vous avez parlé du blanchiment d'argent. Et puis les raffineries, en fait, qui, elles, importent de l'or, comme Valcambi, qui avait importé de l'or, comme on l'a vu dans le rapport de la déclaration de Berne du Burkina Faso, enfin du Togo, mais en fait qui venait du Burkina Faso, qui avait été produit dans des conditions déplorables, ou bien alors Métalor, justement, qui avait importé de l'or qui avait été pillé au Congo, et qui avait alimenté le conflit là-bas. Et puis, quand vous parlez justement de ces bijoutiers, est-ce qu'ils remplissent ces critères jusqu'à tout le long de la chaîne d'approvisionnement, ou bien juste une partie? Et puis aussi en Suisse, on a lancé le 21 avril passé une initiative qui s'appelle l'Initiative pour des multinationales responsables et qui vise l'introduction d'un devoir de diligence pour toutes les entreprises suisses et qui couvre toutes leurs activités à l'étranger. Alors moi, j'aimerais savoir peut-être, Monsieur Chausse-Pied, quel est l'intérêt, quelle est la réaction des grands bijoutiers face à l'introduction de mesures contraignantes pour les entreprises suisses. Est-ce que ça leur fait peur, ou est-ce que si justement elles remplissent ce questionnaire de 500 questions, c'est qu'elles sont très concernées par ces problématiques et qu'elles n'ont pas peur de l'introduction de mesures contraignantes par l'État? Merci.
Alors que le micro revient, on a déjà 2 questions pour M. Chaussepied. Est-ce qu'il y a une 3e question au passage? Quelqu'un ici, madame peut-être? Madame ici. Bonjour, j'ai juste une petite question, c'est de savoir si toutes ces initiatives, ces Fairmind, ces Fairtrade, est-ce que c'est homéopathique, comme vous dites, Daniel Schweitzer, mais en même temps, ça peut, à mon avis, ça peut aider à commencer à faire quelque chose. C'est minime, c'est un colibri, c'est rien du tout, mais moi, je suis bijoutière, je me procure de l'or Fairmind, et à ce moment-là, je sais, en tout cas ce qu'on m'a dit, que c'est complètement traçable. Je connais mon fournisseur, je connais une personne qui est dans cette dans Fairmind, et je fais confiance, je peux faire que confiance, mais en même temps je sais que c'est pas par une raffinerie de métal or ou autre chose que mon or est bien. Et je me demande, est-ce que ça sert quand même à quelque chose, même si c'est minime? Monsieur Chaussepied et puis ensuite Monsieur Schweitzer. Oui, merci pour ces questions et pour le côté direct des questions du premier monsieur. J'espère que ce qu'on fait sert à quelque chose. En tout cas, on le fait avec beaucoup de cœur tous les matins. Puis en fait, on le fait en plus gracieusement. Donc, c'est pas dans nos missions d'entreprise. Le Kimberley Process vaut ce qu'il vaut. C'est la seule initiative aujourd'hui qui existe qui soit interpays avec le CITES. CITES, c'est pour les animaux en voie de disparition et les plantes en voie de disparition. Donc c'est il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup évidemment d'exceptions, mais grosso modo, vous aviez à peu près 20% du diamant il y a 20 ans qui servait à alimenter des conflits. Aujourd'hui, on estime entre 3 et 5% du diamant qui ne va pas dans les réseaux normaux. Donc il y a eu quand même un progrès de ce côté-là. Et en tout cas, ça va dans le sens d'une structuration des chaînes d'approvisionnement. Pour ça, à quoi ça sert? Je pense aujourd'hui en tout cas qu'on a fait progresser tous les gens qui sont dans notre groupement, ça c'est clair. Je ne me sens pas encore complètement responsable de la totalité de la chaîne d'approvisionnement de l'or. Pourquoi? Parce que si on regarde dans la chaîne d'approvisionnement, sur 650 membres, on en a 6 qui sont des mineurs. 6 sur 650, c'est pas beaucoup, c'est 1%, moins. Ces gens-là, c'est 90% des problèmes. Je dirais 99% des problèmes. Très bien. Qu'est-ce qu'on a comme moyen pour agir? On est dans un contexte qu'on ne connaît pas. Madre de Dios, tous les 2 ans, il y a un film sur Madre de Dios. On sait tous où c'est, vous y allez avec un iPhone, vous revenez avec un film, c'est dégueulasse, à chaque fois, ça fait peur. Ils ne vont pas reboucher les trous. Deuxièmement, on est dans un contexte... Deuxièmement, les gouvernements dans ces pays-là, je suis d'accord avec M. Schweitzer, c'est comme en Asie, comme en Afrique, dans certains petits pays qui sont des pays malheureusement où il y a de l'or et des diamants, c'est des pays, quand vous avez de la chance quand vous avez de l'électricité 5 heures par jour. Vous avez de la chance quand vous avez de l'eau courante. Donc, demander une police et une armée qui fonctionnent et qui soient sérieuses, c'est optional. Hein, c'est pas obligatoire, c'est optional. Donc, c'est... Franchement, les gouvernements locaux, on a de la chance qu'ils fonctionnent. J'arrive du Népal où je suis allé faire une opération de télémédecine là-bas. Je vous indique que le Népal est bloqué depuis 3 mois par l'Inde. Personne n'en parle. Il n'y a plus d'essence en Inde aujourd'hui depuis 2 mois. En Népal depuis 2 mois. Personne ne le sait. Voilà, donc vous avez des pays aujourd'hui qui sont faibles, qui ne savent pas se défendre. Donc on vit avec ça. Comment voulez-vous négocier avec des autorités? Est-ce que nous, on peut le faire? À quel titre? On n'a pas le droit. Bon. Donc c'est un contexte légal difficile. Ensuite, là on parle des ASM. Comment voulez-vous que 650 entreprises qui ont 10 personnes mobilisées là-dessus puissent aujourd'hui ouvrir des débats sur les artisanal miners? On le fait grâce à des gens qui sont présents ici. On le fait grâce à Fairtrade, Fairmine, on le fait grâce à la Swiss Better Gold Initiative, on le fait à travers des outils externes. On ne le fait pas nous-mêmes, on ne peut pas le faire nous-mêmes. N'oubliez pas aussi une chose qu'on ne dit pas beaucoup, mais dans beaucoup de pays,
le trafic de l'or depuis X milliers d'années est dans les mains de certains groupes ou ethnies ou ce qu'on veut, appelons ça comme on veut. C'est comme ça, ces gens-là ne se laissent pas faire. Quand on arrive, on leur dit coucou, il faut respecter les règles. Ils disent écoute, tu vas commencer à respecter la mienne. Parce que moi, je fais ça depuis 200 ans. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Demandez aux gens dont c'est le métier, ils vont vous en parler. Donc, on est face à un contexte difficile, des gouvernements faibles, sur très très peu de membres, sur des budgets qu'on n'a pas. Donc, on travaille avec les gens qu'on a autour de nous. On est très content quand le gouvernement suisse, aujourd'hui, se met sur ce sujet-là. On avance avec eux. Maintenant, le Responsible Jury Council n'a pas comme objet ni comme mission de résoudre la totalité des problèmes des artisanal miners. C'est clair. Ça, il faut être honnête, je vous le dis, c'est vrai. Maintenant, il y a autre chose à faire, on fait du positif. Les entreprises suisses, pour répondre à la deuxième question, la Suisse représente à peu près 3% du business en termes de joaillerie et de montres. Hein, je parle de vente. Donc les montres qu'on fait en Suisse se vendent à Hong Kong, se vendent à New York, se vendent à Los Angeles, ne se vendent pas énormément en Suisse, sauf à Lucerne et à Zurich, et un petit peu à Genève de temps en temps. Donc aujourd'hui, on n'est pas, il n'y a pas, je pense, d'angoisse des distributeurs suisses face à une augmentation de la législation. Cette législation augmente de toute façon. Je vous rappelle qu'il y a le Dodd-Frank Act qui est sorti récemment. Pour ceux qui ne savent pas, les Américains ont, parmi 150 articles de la loi d'Obama, la Consumer Act, ils ont mis un article sur l'or. Enfin, l'or, il y avait le tungstène, le tin et nawal, je ne me rappelle plus de tout sur le dessin. Tantal, voilà. Donc, ils ont dit, vous devez nous prouver que tous ces métaux-là, qui viennent de la République démocratique du Congo et des 8 pays adjacents, ont été extraits en respectant les bonnes pratiques. Bon, très bien. Donc, due diligence. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a fait, évidemment. Toutes les sociétés qui étaient américaines à la bourse de New York ont dû présenter un rapport. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont quitté ces pays, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus acheté l'or de ces pays. C'est fini, terminé. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait 80 000 mineurs qui travaillaient sur de l'or artisanal là-bas, qui ne vendent plus d'or, ils ne vendent plus d'or, comment dirais-je, légal. Donc ils vendent de l'or illégal. Ils continuent à faire des trous. Et ils vendent l'or à travers des réseaux. Donc, quelquefois, les législations sont contre-productives, il faut le savoir. Il n'y a pas de miracle. À toute loi correspond automatiquement une réaction. Donc, soyons prudents avec les lois. Le RJC travaille avec l'OCDE, puisqu'on a participé aux travaux qui ont été faits avec l'OCDE sur les due diligence. Et c'est le document qui a été présenté au Parlement européen, est un document qui a été coécrit avec le RJC, de manière à ce que le gouvernement européen, le Parlement européen ne fasse pas une loi qui soit contre-productive. Ça ne sert à rien d'empêcher les importations. Automatiquement, vous allez avoir, c'est comme l'histoire aux États-Unis, lorsqu'ils ont interdit l'alcool, vous avez créé, évidemment, automatiquement un réseau mafieux. Voilà, merci. Effectivement, on prétend qu'il y aurait plus de 15 millions de personnes qui travaillent dans des activités minières, artisanales, informelles, à petite échelle. La question, je me retourne vers vous, Daniel Schweitzer, pour réagir d'abord aux interventions qui ont été faites par le public et M. Chausse-Pied, mais aussi pour dire, y a-t-il vraiment un risque si l'on va vers un boycott et qu'on retrouve toutes ces personnes n'étant plus capables d'écouler leur production, et comment faut-il aborder la question du moment que jusqu'à peut-être 100 millions de personnes voient leurs revenus dépendre en partie de ces activités? Effectivement, je crois qu'il faut parler pas seulement des mineurs, des entreprises, mais je dis bien des populations locales. Et là, donc, ce n'est pas 15 millions de personnes, c'est 70 millions, c'est 100 millions de personnes qui, elles, souffrent directement. Et ça, il ne faut pas les oublier. Ce que je veux dire, au début, j'ai rêvé un peu, dans les premières minutes de ce débat. Là, je déchante, parce que les vraies questions, elles ne sont pas abordées. Il y a une grande responsabilité, et il y a une responsabilité de la Suisse. Et une responsabilité aussi politique, puisque la Suisse raffine plus de 60% de l'or du monde, et donc sur ces marchés écoule la plus grande partie. Donc là, il y a déjà quelque chose de très important. Ce soir, on n'a pas parlé d'éthique. J'aimerais savoir s'il y a ici des gens de l'industrie du luxe qui font des montres ou des bijoux
Mais je parle des grands, pas les petits. Parce que les petits, eux, ils peuvent s'en sortir. Les petits bijoutiers qui sont ici, ils savent qu'il y a de l'or recyclé. Donc effectivement, ils peuvent proposer une alliance qui est effectivement pas le produit de la destruction de l'Amazonie ou de l'altiplano ou des plaines asiatiques. Donc effectivement, là, c'est autre chose. Mais je pense que les grands acteurs, ils sont informés. Mais ils n'ont rien fait jusqu'à présent. On est dans une forme d'omerta, il faut le dire. Effectivement, le grand public n'a pas été informé, donc il ne pose pas cette question. Je crois qu'aujourd'hui, il faut ouvrir ce débat parce qu'on a vu la plus grande partie de l'or quand même approvisionne le marché du luxe. Et là, il y a une grande responsabilité. Pourquoi on ne change pas? Eh bien, effectivement, il y a beaucoup de cynisme dans ce milieu où on dit mais le client ne le demande pas. Donc, oui. Mais on sait, vous êtes informé, donc éthiquement, vous avez une responsabilité et vous devriez exiger justement de vos fournisseurs un produit qui puisse être traçable. On n'a pas parlé beaucoup de la traçabilité. Aujourd'hui, si vous allez à la Migros, à Manor ou à la Coop acheter une rose, eh bien on peut vous dire qu'elle a été produite au Kenya. On l'a coupée à 15h, elle a pris à 18h30 l'avion, elle est arrivée à Amsterdam à 22h et elle est vendue à la Coop à telle heure. On peut même vous dire le nom, le prénom de l'ouvrier ou du cultivateur de cette rose. Ça s'appelle la traçabilité. Le saumon de l'Alaska que vous allez manger, eh bien on peut vous dire à quelle heure il est pêché, à quelle heure il arrive au port d'Amsterdam et à quelle heure ensuite il sera sur l'étal de votre poissonnier. Ça s'appelle la traçabilité. Pourquoi? Pour l'or. Pour l'or, on n'arrive pas à faire de la traçabilité, eh bien, il n'y a pas la volonté. La volonté à la fois de l'industrie et des différents acteurs de dire que voilà, cet or, il vient de cette mine, de cet endroit-là, on vous le garantit, et il n'est pas mélangé par le fondeur avec les autres ors du monde. On a parlé des fondeurs. On m'a posé une question avant mon rapport avec les fondeurs. Quand le film est sorti, il a été très mauvais. Ils ont été choqués, effectivement, qu'on dise des choses qui sont des vérités. Il n'y a pas que l'or, effectivement, du Togo, qui ne produit pas d'or, qui a été écoulé en Suisse. Il y a aussi l'or de l'Ouganda, qui ne produit non plus pas d'or, mais qui vient du Congo-RDC, une région où il y a toujours une guerre civile. Donc c'est de l'or sale. Et là, c'est même plus de l'or sale, c'est de l'or du sang qui vient et qui a été raffiné en Suisse romande en plus. Donc voilà, le débat, je crois, il est vraiment sur la question de la traçabilité. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps. Vous ne semblez pas beaucoup pressé, pas très pressé d'agir. Aujourd'hui, il faut faire pression. Des populations sont en train d'être décimées. On n'a pas parlé de l'Europe. Il y a un territoire européen en Amazonie, c'est la Guyane française. Eh bien, là-bas, il y a 1200 Indiens, les Wayana, qui sont en train de disparaître. J'ai fait, il y a 9 ans, un film là-bas. Le gouvernement sait, ils sont informés, mais effectivement, on ne fait rien. 1200 Indiens face à une industrie extractive, ça compte pour beurre. Donc je crois que le débat aujourd'hui doit être éthique, il doit être sur la responsabilité, il doit être sur des valeurs effectivement environnementales et de droits humains qui sont non négociables. Monsieur Fournier, vous souhaitez réagir? Juste 2-3 précisions. Donc, tout en insistant que je pense que votre travail est vraiment très important pour montrer et parler de ces choses, il faut aussi que, de mon côté, quand je vois depuis le changement de mentalité depuis 4 ou 5 ans de l'industrie suisse, je ne suis pas de la joaillerie, je ne viens pas de l'horlogerie, j'ai été parachuté dans ce milieu et je vois vraiment des changements de mentalité. Il y a peut-être encore certaines pratiques qui sont en train de disparaître, mais il y a un vrai changement. Quand vous parlez de la traçabilité, pratiquement tous les affineurs suisses aujourd'hui peuvent l'offrir. Donc, non, absolument pas, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, il y en a certains qui pourront vous le dire. Les scandales sont à répétition. Bon, on pourra en parler après, mais il y en a... de l'or qui arrive et on découvre que c'est combien? C'est effectivement 3 tonnes d'or. C'est pas 40 kilos. C'est 3 tonnes d'or. Non, je veux dire que ces cas, ils sont trop nombreux. Je veux dire Valcambi, Métalor, etc. Ils ont été chaque fois mis en accusation. Là, on ne communique pas sur 40 kilos. 40 kilos d'or. Non, 3 tonnes importées, raffinées, effectivement, blanchies d'une certaine manière. On enlève toutes les impuretés, effectivement, physiques, mais aussi toutes les impuretés de l'origine de cet or. Donc ça se répète. Je crois qu'en Suisse, il y a un débat fondamental, effectivement, à avoir, qui est la question que, actuellement, il n'y a pas de base légale. Il n'y a pas une base légale solide qui permet effectivement de faire bouger toute la filière de l'or
pour aller vers plus de responsabilité. On est quand même dans une société où c'est les trois singes. On se masque les yeux, on se bouche la bouche, et puis on ne veut pas entendre. Mais aujourd'hui, ces faits sont avérés, ils sont connus surtout par les professionnels de la profession. Je ne dis pas pour vous, grand public. Vous êtes mal informés, effectivement. Donc maintenant, soyez plus vigilants et renseignez-vous la prochaine fois que vous irez acheter un produit en posant la question sur la traçabilité. Aujourd'hui, on n'arrive pas à vous donner la traçabilité de la bague que vous allez acheter, ni chez Chopard, ni chez Cartier, ni ailleurs. Et d'autant plus pour les plus grands acteurs de l'industrie du luxe, c'est très difficile parce qu'eux, ils ne pourront pas garantir un produit parce qu'ils ont une telle ligne. Les petits producteurs, oui, ils pourront vous le fournir éventuellement. Je crois qu'il faut accélérer les choses. Et ce qui m'énerve un peu ce soir, c'est qu'on a l'impression qu'on a beaucoup de temps, il y a beaucoup d'anglicismes, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés maintenant dans la communication et les certifications, mais ces termes ne veulent pas dire grand-chose. Alors, madame a dit oui, mais c'est déjà un peu mieux. Oui, c'est un début, mais ce n'est pas suffisant. Madame Marion, sans traçabilité, il n'y a pas de Max Havelaar, donc comment vous réagissez à cette question centrale de la traçabilité ? Alors, je suis tout à fait d'accord, on parle de 40 kilos. Hein. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, est-ce que Fairtrade, c'est homéopathique ? Non, ça n'est pas homéopathique. Dans l'or, comme je l'ai dit au début, on a commencé il y a une année en Suisse. Je crois qu'on oublie quand même, je comprends l'urgence de la situation, c'est évident, c'est un fait, on ne peut pas le nier. Mais je crois qu'il est important, ça prend du temps. Ça prend du temps, changer les mentalités, changer la manière de faire, ça prend du temps. Et là où, même si on parle que de 40 kilos, un or Fairtrade aujourd'hui est traçable. Vous avez un numéro, vous pouvez savoir d'où il vient. Et c'est faux de dire que ça n'est pas possible. Dans certains cas, ça n'est pas fait, mais on ne peut pas faire une généralité en disant que ça n'est pas possible. On va reprendre un tour, je vois plusieurs mains qui se lèvent. On va commencer derrière, il y a derrière au milieu là quelqu'un qui lève la main. Voilà. Oui, bonsoir. Ce que j'entends maintenant fait surtout ressortir que le point qui a été juste évoqué, il n'y a pas de moyens contraignants sur le plan juridique et la volonté politique, elle n'existe pas. Parce que quand il y a une volonté politique, les choses peuvent se passer très vite. Maintenant, ce film, je suis vraiment impatiente qu'il sorte. J'aimerais juste rappeler que le film Les Diamants du sang, ou comment il s'appelait, Blood Diamond, a eu un retentissement énorme. Aux États-Unis, sur la belle Madison Avenue, les dames très chic faisaient des sit-in dans toutes les grandes bijouteries, Chopard compris, en disant assassin. Ça a été un tel choc pour les orfèvres, etc., que tout d'un coup, on parle et il y a de plus en plus une traçabilité pour les diamants. Donc le levier, il est du côté de la société civile. Et je suis persuadée qu'un bon film, sans complaisance, qui a un impact, c'est par la société civile qu'on pourrait arriver à accélérer les choses. Parce que la responsabilité du gouvernement suisse, elle est avérée, parce que tous ces tonnes d'or arrivent de provenance, comme on l'a dit, du Togo, alors que ça ne provient pas du tout de ce pays qui ne possède pas d'or. Alors c'est à ce niveau-là qu'il faut agir. Et je pense que la société civile, faute d'acheteurs, eh bien, il y aura des solutions assez rapides qui seraient trouvées. Une autre chose en ce qui concerne la traçabilité, c'est une chose, mais ce n'est pas un remède à tout. Vous parlez de la rose qui est identifiable, et on a même le nom de l'ouvrier agricole. Mais cet ouvrier agricole, il meurt vers les 45 ans. Tous les intrants passent dans les nappes phréatiques et il n'y a aucune mesure qui soit prise par le gouvernement kényan, qui est complaisant, ainsi que les grandes sociétés de tout le commerce de la fleur coupée. Donc ce n'est pas suffisant, mais bien sûr c'est déjà ça. Merci. Nous avons derrière vous un monsieur qui demande la parole depuis déjà longtemps. Oui, bonjour. Peut-être d'abord un tout petit témoignage. Je travaille au journal Le Courrier pour la rubrique Solidarité internationale. Je suis souvent... Vous m'entendez ?
je suis souvent confronté à des peuples indigènes, ou enfin des délégués de peuples indigènes, à des représentants de paysans dans des pays comme la Colombie ou d'autres, qui eux sont confrontés aux dégâts posés par les grandes entreprises, et pas seulement par les mineurs d'or artisanaux comme Rio Tinto qui a été mentionné tout à l'heure, c'est l'une d'elles par exemple. Donc de dire que ces entreprises ne posent pas de problème ou beaucoup moins, je pense que c'est se tromper d'après les témoignages que j'entends très souvent. Donc, notamment aussi, donc pas seulement au niveau des conditions de travail des travailleurs, des contaminations extrêmes qui sont imposées aux populations environnantes. Et auparavant, avant que ces entreprises s'installent, les déplacements de population forcés dans des pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés. Donc on imagine le cortège de morts, d'assassinats, d'emprisonnements que ça représente, et de gens déracinés de leurs terres qui vont rejoindre les bidonvilles, etc. Donc la question que je voudrais poser aux représentants de l'industrie, c'est qu'est-ce qui est fait pour faire pression sur ces grandes mines pour qu'elles respectent aussi les droits des populations, et surtout pour qu'elles évitent de déplacer les populations quand elles s'installent. D'ailleurs, on se demande si c'est possible. Merci. On va revenir ici. Nous avons en tout cas une question tout devant. Est-ce qu'il y a encore peut-être madame ici oui. Et puis une personne devant, ensuite on va revenir au panel. Bonsoir, j'avais pas de questions, mais je voulais juste apporter un témoignage. Je travaille pour un grand joaillier et je voulais dire deux choses. La première, c'est que l'or, à l'inverse du saumon ou de la rose, il peut être fondu et refondu à l'infini sans perdre de sa qualité. Donc d'un point de vue traçabilité, ça rend les choses plus compliquées. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la présentation, il y a beaucoup d'intermédiaires dans la filière, donc c'est beaucoup plus complexe en fait. Après, je suis tout à fait d'accord avec vous et je vous remercie de sensibiliser le plus possible les consommateurs que nous sommes tous ici. Pour parler en tout cas, des grandes maisons joaillères que je connais, il y a des actions, c'est très long. On a effectivement des grosses structures qu'il est plus compliqué de bouger que des petites structures, mais il y a des vraies prises de conscience, il y a des vraies initiatives et on travaille aussi tous les jours à la traçabilité de nos matières premières, y compris de l'or. Pouvez-vous citer certaines de ces initiatives alors, puisqu'il y en a autant ? Bien, le RJC par exemple. Je ne peux pas faire autrement que le citer. Non, mais concrètement, dans la maison dans laquelle je travaille, en fait, avant, c'était nos fabricants, parce qu'on sous-traite certaines fabrications de bijoux, qui achetaient l'or. Donc, on n'avait pas le contrôle. Aujourd'hui, on a repris ce contrôle. Donc, on remonte la filière tout doucement. La maison dans laquelle je travaille achète l'or et le fournit et le met à disposition de nos fabricants. Donc c'est une première étape. C'est tout petit, je suis d'accord, mais petit à petit, on remonte la filière. Et on peut pas avoir pour objectif cette traçabilité sans reprendre la main tout doucement sur cet achat d'or. Donc c'est une petite action, mais voilà. Après, on va essayer de faire en sorte que nos fabricants SORJC, effectivement, ils prouvent que leur or, il est recyclé, pas forcément extrait. Ça, on a des moyens aujourd'hui d'avoir une petite traçabilité pour le recyclage de l'or. Oui, mais là, les grandes entreprises du luxe ne pourront pas, effectivement, avoir suffisamment de recyclés. Donc ça, c'est une illusion. Si, sur la Terre, il y a une illusion. Leur extrait aujourd'hui peut subvenir aux besoins. Vous le savez très bien, vu le mode de production que vous avez. Le problème, c'est qu'effectivement, les grands groupes du luxe devraient effectivement prendre leurs responsabilités et même être proactifs. C'est-à-dire de dire, on propose effectivement un nouveau label, mais on va maintenant le chercher et on garantit que cet or ne sera pas mélangé. Je pense que c'est possible, mais il faut vraiment agir parce qu'il me semble que le débat, depuis des années, il a débuté, qu'il y a eu les premières actions, c'était en France d'ailleurs avec Cartier, en l'occurrence, qui avait un projet justement d'information, de prise de conscience. Depuis, Cartier l'a oublié. La personne qui était responsable de ce projet a quitté son poste et depuis on ne fait plus grand-chose. Donc je dis bien qu'il y a des urgences parce qu'il y a des populations qui souffrent aujourd'hui. La Suisse a un rôle clé à jouer peut-être justement sur les questions d'éthique, d'avenir, sur les produits, sur le fait aussi
que notre pays, effectivement, héberge les principales industries extractives aussi. Hein, il faut savoir que Vale est à Saint-Pré et Glencore est à Bar. Donc il y a tout ça qui joue. Il y a plusieurs leviers qui sont possibles. Et je pense que là aussi, les professionnels de la profession devraient vraiment se soucier et puis essayer d'aller un peu plus vite. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer juste quelques images. Eh bien, ces personnes-là, on les oublie. Et c'est elles les principales victimes. Et je pense que c'est important de montrer aussi que derrière ces problèmes, il y a des visages humains. Voilà, donc c'est juste qu'on pense aussi à ces gens-là. Et je crois que l'or, en plus, c'est pas un produit nécessaire, comme le cuivre, pour l'industrie, l'électronique. C'est un produit bien spécifique, effectivement, qui est un produit mythique, symbolique avant tout. Donc, je pense que là, il faut à la fois aller plus vite, mais aussi réellement faire bouger les choses. Et je suis un peu gêné quand j'entends parler des nouveaux labels, etc., parce que ces nouveaux labels, ils masquent un peu les choses. Ils parlent d'un peu mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça, et c'est très loin d'être ce que ça devrait être. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des gens ici qui sont des décideurs, des gens qui sont les acheteurs de cet or, qui l'utilisent, eh bien, j'aimerais bien qu'ils essayent de faire peut-être des sortes de débats internes à la profession sur la question, effectivement, de l'or qui est utilisé, de l'or dans le luxe, parce qu'effectivement, dans le luxe, je veux dire, on doit parler d'éthique aujourd'hui. On ne peut plus faire l'impasse là-dessus, même si vos principaux acheteurs sont actuellement russes ou chinois. Je crois que là, maintenant, il faut essayer de faire avancer les choses. Donc moi, j'essaie simplement de contribuer avec un film à amorcer un débat. Ce film va passer, je pense, dans quelques mois, au printemps prochain, sur Arte et sur la TSR. Donc j'espère que là, il touchera un plus grand public qu'au cinéma, parce qu'effectivement, il y a un déficit d'information sur cette question. Merci. Nous allons prendre une toute dernière remarque ici devant, avant de clore avec le panel, car on est sous une certaine pression de temps. Je suis désolé, donc nous allons prendre une dernière intervention ici, avant de revenir pour clore avec le panel. Merci. Juste une question en une phrase. Est-ce qu'il existe des nouvelles technologies écologiques pour l'extraction de l'or et renoncer au mercure et au cyanure? Merci. Je propose que cette question soit prise avec le dernier tour. Je vais aller de ma droite à ma gauche en vous demandant de répondre aux interventions et questions qui ont été posées et peut-être de nous indiquer, pour conclure, peut-être deux choses. La première, on a très peu parlé de l'État, que ce soit la Confédération, on a parlé un peu des États sur place, mais quel est le rôle de l'État et des organisations internationales par rapport à ces questions? Et puis, quelle est la priorité, vu qu'on sent une forte urgence qui est exprimée par Daniel Schweitzer, et puis on voit que dans la pratique, les choses se mettent en place lentement. Oui, donc aux questions rapidement. Oui, je pense qu'effectivement, chaque fois que je participe à une table ronde comme ça en tant que patron du RJC, effectivement, j'ai des gens en face de moi qui soulèvent tout le temps la partie émotion et qui font fi de tout ce qui existe et tout ce qu'on cherche à construire lentement et difficilement. Donc c'est un choix que j'ai fait, je ne le regrette pas. Je dirais simplement, par exemple, quand on parle de quoi faire pour les mines et qu'est-ce qu'on peut faire pour les mines, donc il y a un mining supplement dans le RJC qui a été construit depuis 2013, qui existe, où il y a un certain nombre de claims qui obligent les gens à reboucher les trous, etc. J'indique aussi qu'au niveau de notre comité des normes, vous avez la patronne du Jury Vigilance Committee, qui est une américaine, qui est une ancienne procureure de New York, qui est pas une marrante. Vous avez le World Wide Fund, qui fait partie de notre comité des normes. Vous avez Solidaridad, qui sont connus comme une des meilleures ONG actuellement sur le domaine. Vous avez Alliance for Responsible Mining.
Vous avez Vérité, qui est une ONG suisse avec M. Hunter, que vous connaissez peut-être. Vous avez Social Accountability International, qui participe à nos travaux avec Stephen Oates. Et vous avez le Fair Trade Jewelry avec Brian Taylor. Donc, nous sommes transparents, nous sommes ouverts. Les gens participent à nos travaux s'ils le veulent. Ils travaillent, ils sont comme nous, ils sont dans l'incertitude, ils sont dans la difficulté. D'accord ? Sachez-le, on continuera à faire, mais c'est vrai que aujourd'hui, on est loin d'avoir atteint. C'est quand même, à titre personnel, je trouve un petit peu dommage quand je fais ça, et on est nombreux à travailler dans ce sens-là, à toujours se faire mettre en avant des problématiques de responsabilité et des problématiques alors, on n'est qu'une petite partie, on travaille beaucoup plus que notre mission pour améliorer les choses. Donc si vous voulez nous aider, rejoignez-nous, le RJC est ouvert, on accepte les ONG, on accepte de discuter sans problème. Voilà, donc faites-le, vous serez les bienvenus. Alors, pour conclure, de notre côté, je voulais juste dire, je pense qu'un standard aujourd'hui, il n'a de sens que s'il il apporte une valeur ajoutée aussi bien pour les mineurs que pour les consommateurs. Je pense que Fairtrade aujourd'hui permet aux consommateurs de savoir ce qu'ils ont. C'est un label qu'ils connaissent, c'est un label où on connaît le travail, qui apporte aussi une certaine crédibilité. Aujourd'hui, on est qu'au début, je le redis, il faut qu'on travaille aussi bien avec les ONG qu'avec les partenaires commerciaux, qu'avec les mineurs sur place. Il y a encore énormément de travail à faire. Il y a aussi un besoin de la part des consommateurs qu'il faut encore un peu beaucoup pousser. Et je pense qu'on est face à des défis qui sont énormes. C'est bien sûr, pour l'instant, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais comme le dit bien comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Effectivement, c'est très bien ce que vous faites. Et je suis d'accord avec vous. Mais je dis que ça fait trop longtemps que ça dure et que les choses n'avancent pas assez. Je crois qu'aujourd'hui, le politique va reprendre cette question, surtout en Suisse. Il y a aussi une initiative qui est en train d'être signée concernant la responsabilité des entreprises. Donc je crois qu'il y a un débat qui est beaucoup plus important et qui est vraiment urgent. Seulement, il me semble que trop facilement, ici, avec des belles formules, avec des nouveaux noms, des anglicismes, effectivement, on masque un peu les choses, on les enrobe, et effectivement, on n'agit pas assez rapidement. Donc, je suis un peu gêné par ce que j'ai entendu, parce que si j'étais pas là, je trouve que le public serait reparti rassuré en se disant « Ah, ils agissent, il y a des choses qui se font, donc c'est pas mal. » C'est bien pour ça que vous êtes là. On est en sécurité. Et moi, je suis quand même assez inquiet parce que je l'ai vu. Je suis allé en Afrique, je suis allé en Amazonie brésilienne, sur l'altiplano péruvien. Et donc, ce que j'ai vu et la souffrance que j'y ai vue, elle est beaucoup trop grande pour qu'effectivement, on puisse continuer à laisser dans cette quiétude l'univers du luxe. C'est tout ce que je peux dire. Et j'aimerais bien que les acteurs du luxe prennent leurs responsabilités par rapport à ces produits qu'ils vendent, parce qu'eux, depuis longtemps, ils sont informés, ils savent très bien ce qui se passe, et ils n'ont peut-être pas agi de manière assez forte il y a déjà longtemps. Voilà, je crois que c'est un débat. Je ne suis pas un professionnel, je ne représente pas une ONG, je suis simplement un citoyen qui fait des films, qui essaie de regarder là où on ne regarde pas et de contribuer à un débat qui me semble nécessaire. Et vous donnant la parole pour votre mot de conclusion, peut-être voir aussi la toute dernière question. Effectivement, à Puerto Maldonado, j'ai souvenir dans le Madre de Dios qu'il y avait des tentatives d'introduire des nouvelles méthodes qui permettaient d'agglomérer ou en tout cas d'extraire l'or artisanal sans usage de mercure. Est-ce que c'est une piste? Est-ce que ça marche? C'est une piste à petite échelle.
Mais vu la demande de l'industrie, c'est pas réalisable pour eux, c'est pas réaliste, parce qu'effectivement, dans une société, on cherche avant tout à maximaliser le profit. Donc c'est un problème de société. Ces différentes expériences n'ont pas perduré, hélas. Terre des Hommes avait un projet, oui, c'est possible. On peut séparer l'or alluvionnaire des rivières sans utiliser du mercure, avec des systèmes de batailles, de spirales qui séparent les paillettes d'or du sable noir, mais ça prend trop de temps. Donc, ce n'est pas intéressant économiquement. Et ça, effectivement, c'est la loi cynique du marché. Merci. Sans vouloir abuser du sacro-saint compromis suisse, on est tous d'accord que les choses doivent changer. On n'est pas d'accord sur la vitesse. Je pense qu'on restera sur ce désaccord, malheureusement. Nous, on essaie de faire de notre mieux, d'accélérer les choses. La première évaluation du gouvernement suisse a vraiment trouvé 2 points sur lesquels on doit vraiment se concentrer pour accélérer les choses sur le terrain. On va les essayer avec la deuxième phase de l'initiative au Pérou. C'est une première chose. Et deuxième chose, je pense qu'il faut aussi ne pas oublier les 15 millions de mineurs. Vous semblez souvent oublier que ces gens n'ont pas d'autre alternative la plupart du temps. Donc je pense aussi qu'il faut trouver des approches pour aider ces gens, pour faire ce qu'ils font de façon beaucoup plus sociale et en respectant l'environnement. On ne peut pas les ignorer, on ne peut pas dire que c'est un métal qui n'est pas nécessaire, qui est superflu comme le cuivre l'est. Donc ça, c'est non plus, c'est de nouveau se cacher derrière une fausse réalité. Donc voilà, je voulais conclure avec ça. Merci. Bien, de mon côté, j'aimerais vraiment remercier nos 4 panélistes. Je crois que les panélistes se sont vraiment inscrits dans ce que Suicide Genève, tel que je le connais comme association, essaie de faire, c'est-à-dire de traiter de questions cruciales d'un point de vue du développement humain, du développement social, de l'environnement, et puis de faire parler ensemble des acteurs différents qui ne sont pas d'accord, mais qui amènent des points de vue différents. Et l'objectif est de faire bouger les choses et de continuer à innerver les travaux de Suicide, tant en Suisse que sur le terrain avec Suicide Genève. Donc, je rends la parole à nos saints patrons, en commençant par le président de Suicide Genève, puis notre hôte, Madame la conseillère administrative. Merci Gilles. Je tiens à ce qu'on remercie chaleureusement Gilles Carbonnier qui a mené cette discussion de main de maître. Merci à tous les panélistes. J'aurais souhaité raconter l'histoire, enfin la légende du colibri, parce que c'est une belle légende, mais je ne suis pas aussi doué que Pierre Rabhi pour la raconter par cœur. Je dirais simplement que chacun d'entre nous ici est un peu comme un ambassadeur qui, avec la petite goutte qu'il posera sur l'incendie, permettra de l'éteindre et dira « j'ai fait ma part ». Maintenant, pour finir, je laisse la parole à Madame Salerno, la conseillère administrative de Genève qui nous a accueillis. Merci. Merci messieurs, madame, pour la qualité de la soirée. C'était en tout cas une découverte, je pense, pour de nombreuses et nombreux invités ce soir. En tout cas, pour moi, ça l'était. On parlait de la question du consommateur et de sa responsabilité. Je pense que c'est juste lorsque vous dites qu'en définitive, les consommateurs, les consommatrices, d'abord, on n'achète pas des bagues et de la haute horlogerie tous les jours. Et ensuite, on est en définitive relativement peu informés. C'était une première soirée. Je pense qu'il en faudra bien d'autres. On se réjouit de voir votre film. Peut-être que certaines ou certains l'ont vu, parce qu'il est déjà passé à Genève dans le cadre du FIFDH. Mais il repassera sur la TSR. Et puis peut-être pour prolonger de manière amicale, plus informelle, les débats, laisser aussi les panélistes se désaltérer. Je vous propose d'aller dans les salles juste à côté. En tout cas, merci à tous et tous pour votre présence et pour votre attention.